Salut les triathlètes et bienvenue sur le podcast Devenir Triathlète X OpenTri. Au menu du jour, un épisode qui, je le sais, va vous plaire. C'est un invité qu'on a déjà reçu et avec lequel on va parler de la technique en natation. On reçoit Pierre Tortereau. Pierre, c'est un nageur, mais surtout un entraîneur expérimenté. Ça fait plus de 20 ans qu'il pratique. On l'avait reçu une première fois il y a 2 ans sur le podcast pour un épisode qui vous avait beaucoup plu sur la technique en natation. Et aujourd'hui, on va reparler de ces sujets, de techniques et des petits ajustements qui peuvent transformer votre façon de nager. Alors si vous vous demandez pourquoi vous avez souvent du mal à maintenir une belle horizontalité dans l'eau, comment améliorer votre prise d'appui ou votre respiration, et enfin quelles sont les clés pour nager plus vite avec la même intensité, c'est justement ce dont on a discuté avec Pierre. Alors restez avec nous, il va partager ses meilleurs conseils pour vous aider à nager plus vite et avec plus de plaisir. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X OpenTri. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage les résultats de la grande étude sur le triathlon en France. Les résultats de la 3e édition viennent de paraître et on a tout résumé dans un article sur le blog d'OpenTri. Qui sont les triathlètes en France aujourd'hui? Comment ils s'entraînent? Plutôt seuls, plutôt en club? Combien d'heures par semaine? Quelles sont leurs distances préférées? Et quels critères ils privilégient lorsqu'ils choisissent leur compétition? Pour avoir une photographie complète de ce qu'est le triathlon amateur aujourd'hui en France, ou simplement pour voir comment vous vous positionnez par rapport à la moyenne, je vous invite à aller consulter cet article sur le blog d'OpenTri, le lien est dans la description. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier une nouvelle fois si vous aviez participé à cette étude. Votre réponse a été précieuse puisqu'on a récolté un peu plus de 2100 réponses, ce qui en fait la plus grande étude de France sur le sujet. Je vous laisse découvrir ça dans la description et on passe tout de suite au podcast avec Pierre. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X OpenTri. J'ai un invité qui était déjà venu dans le podcast il y a quelques mois. Je suis très heureux de retendre le micro à Pierre Tortereau. Salut Pierre. Salut Armano, salut tout le monde. Merci pour l'invitation, je sais pas, vu qu'on s'est échangé par message et que c'est peut-être moi qui ai proposé. Mais en tout cas, je suis content d'être là. Non mais écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir proposé de refaire le point. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, tu étais déjà passé il y a 2 ans dans le podcast et je t'avais contacté parce qu'on abordait un sujet primordial. Moi j'adore ta tagline, c'est en gros, les triathlètes ne savent pas nager. Est-ce que ça a changé depuis 2 ans? Ouais, alors comme on disait juste avant en off, ils savent nager. Ce qu'on veut, c'est nager soit plus vite, soit en dépensant moins d'énergie, en tout cas en nageant plus facilement, plus longtemps, quoi. Ou les deux, d'ailleurs, dans l'idéal. Généralement, quand tu vas plus vite, des fois, tu sens que ça passe mieux et tu comprends pas comment tu faisais pour nager 10 ou 15 secondes de plus par 100 mètres avant. Tellement, c'est plus simple avec 10-15 secondes de moins vu que tu nages mieux, quoi. Donc voilà un peu l'idée. Donc non, j'irai pas jusqu'à te dire ils savent pas nager. C'était Loïc Lepout qui nous a mis en contact et qui avait dit ça. Justement, mais c'est vrai que oui, ça attire l'attention, ça c'est sûr. Bon, moi je confirme quand même, on sait pas très bien nager nous les triathlètes, parce que déjà, alors quand on vient pas de la natation à la base, parce que l'avantage, ce qui est intéressant chez les triathlètes, c'est que c'est assez éclectique, quoi. Il y a des nageurs à la base, il y a des cyclistes à la base, il y a des coureurs à la base, puis il y a même des gens qui découvrent le triathlon en commençant le triathlon. Donc moi, en dehors des nageurs, je te confirme, je trouve qu'on ne sait pas techniquement nager, en tout cas pour te dire, ça fait quelques années déjà très loin que j'arrivais à faire des départs une 10 ou une 15 sur du 10 x 100. Là maintenant je suis à 2 minutes au 100 mètres, quoi. Bordel. Donc non seulement on sait pas nager, mais en plus on perd très vite. Est-ce que c'est la même chose chez les nageurs, les purs nageurs? Tu perds pas en fait la technique. La technique tu la gardes, alors quel que soit ton âge, que tu aies été nageur ou pas. Et ça c'est l'avantage, c'est pour ça que je me focalise vraiment à 95 ou 19% dessus. En tout cas tant qu'on est à plus de 2 minutes, j'irai même à 100% dessus. Si on est à moins, on peut commencer à introduire des séries ou des séances, on va dire spécifiques où on s'amuse un peu, quoi, où on accélère. Est-ce qu'on perd beaucoup, même quand on est d'ancien nageur, au-delà de perdre du temps, parce que le corollaire à ça, c'est si on nage plus aussi vite qu'avant, comment est-ce qu'on peut améliorer, retourner à son niveau de nage d'avant? Si tu dis qu'on perd pas la technique, qu'est-ce qu'on perd alors? Ouais, la technique, non, on la perd pas. Ce qu'on perd, c'est musculairement, si on s'arrête, tu vois, un nageur qui va s'arrêter à 18 ans, qui reprend à nager après avoir eu des enfants, peut-être à 40 ans, forcément, ce qu'il a perdu, c'est le physique et le cardio, quoi, tout ça. Bon, de toute façon, à partir de 25 ans, on décline. Donc forcément, déjà, on n'a pas le choix. Avec l'âge, c'est comme ça. Mais en plus, il y a, on va dire, toutes les soirées ou choses qu'on n'avait peut-être pas faites avant, qu'on se met à faire. On
on bouge moins, donc on prend du poids, on perd du muscle. Enfin, il y a tout ça qui est mis en jeu. Donc souvent, ce qu'on perd, c'est ça. Et en fait, faut reprendre. En tout cas, pour un nageur, faut reprendre une forme physique. Et quelqu'un qui s'arrête, un peu moins, même s'il a commencé à 40 ans, qui a nagé jusqu'à 45 et qui reprend à 55, il y aura aussi cet effet-là. Surtout que je pense que de 45 à 55, on prend sûrement plus cher que entre 18 et 40, quoi. Parce que là, je suis même pas à 40, j'y arrive. Donc, je sens déjà la différence de récupération, de vitesse de récupération. Donc, faut adapter ses entraînements en fait à son âge aussi, quoi. Notamment sur ça, sur l'intensité. Parce que quand t'es jeune, à 15 ans, franchement, ils récupèrent à une vitesse, c'est hallucinant, quoi. J'hallucine toujours à quel point ils peuvent enchaîner certains. Ou même d'ailleurs à 22, 23 comme Léon Marchand, où il peut gagner 2 titres olympiques en une après-midi, en une soirée, quoi. Truc ouais, après, en gagnant en âge, on gagne aussi en expertise peut-être. Alors j'ai envie de dire en sagesse, mais ça, c'est plus pour le commun des mortels. Mais en expertise, là où à 15, 16, 20, 25 ans, t'es un petit peu foufou, même si t'as une bonne technique, tu vas peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Justement, plus tu vas vieillir et plus tu vas essayer de focaliser ta technique, ton travail sur des points en particulier qui vont te permettre soit d'être plus économe, soit d'être plus efficace, non ? Ouais, je pense que quand t'es jeune, tu réfléchis moins, et quand tu prends de l'âge, t'as une meilleure stratégie. T'es plus un stratège là-dessus de l'entraînement, que ce soit en termes d'intensité ou comme tu dis en termes techniques, tu sais où mettre la priorité, quoi. Et ça dans tous les sports, c'est important de mettre 1, 2 ou 3 priorités, en tout cas de pas s'éperpailler justement, d'être vraiment focus. Et c'est pour ça que sur mes stages notamment ou sur mes analyses vidéo que je fais à distance avec les élèves que je suis, l'idée c'est vraiment de leur dire ce sur quoi on va travailler, de leur montrer du coup en vidéo. Ça va vraiment leur servir vraiment de se rendre compte comment ils nagent. Et on va partir sur ces 2-3 points-là et vraiment les creuser. Alors ça veut pas dire qu'on va pas bosser autre chose un petit peu, forcément, on va pas faire que catch par exemple. On va bosser aussi la manière de ressentir l'eau, la manière de passer à travers l'eau, de réduire les freins. Mais le travail, 80% du temps, il va être, si c'est les appuis, il va être sur les appuis et il y aura 20% sur le reste. Il faut vraiment mettre des focus, quoi. Et si on sent que ça bloque sur un focus particulier, donc sur le catch éventuellement, et qu'on le bosse depuis 1 mois ou 2, là ça peut être intéressant de le zapper un petit peu, de laisser, on va dire, l'esprit, enfin le cerveau et les muscles mieux intégrer les choses sans y penser, en fait, de manière automatique, pour se focuser sur autre chose et ensuite y revenir, quoi. Et ça c'est important, c'est apprendre à s'écouter, mais et à mettre des priorités sans pour autant rester figé dessus pendant 1 an parce qu'on bloque. Des fois il y a autre chose qui va débloquer quelque chose qu'on a fait 1 mois avant, quoi. Ouais, donc tu confirmes, je sais plus avec quel triathlète de haut niveau on en parlait, mais qui nous disait que pour lui son point faible c'était la natation. Donc il y a une année il s'est mis à nager 30 bornes par semaine, puis au final il a gagné en muscle, mais il a pas tant gagné que ça, alors que si le temps qu'il passait dans la piscine sur les 30 bornes il avait mis sur la course à pied ou sur le vélo, il aurait peut-être pu être encore plus efficace. Donc toi t'es pas un adepte du volume pour progresser. Non. Il faut en mettre un peu, mais il faut surtout travailler la qualité. Ouais, il faut travailler la qualité. En fait, faut tester pas mal d'exercices en fait différents. Quand je dis exercice, je parle pas éducatif, c'est exprès. Hein, c'est parce que pour moi, les éducatifs, c'est tout ce que tu fais en décomposant, enfin en faisant de la nage par exemple sur un bras. Tu vois, tu mets un bras au niveau du corps, tu fais tourner que le bras droit. Toutes ces choses-là où finalement tu ressens pas grand-chose, même pour un nageur. Hein, là-dessus, je vous rassure. Et les exercices, c'est des choses qui s'intègrent principalement en nage complète. Donc que ça soit juste mettre ton épaule à l'oreille quand tu rentres ton bras dans l'eau pour savoir qu'il est dans l'axe. Donc si tu as placé la tête et fixé la tête dans un premier temps, mais si tu mets les choses dans l'ordre, ça va découler beaucoup plus facilement. Et en ressentant les bons exercices, enfin en tout cas ceux que toi tu ressens bien, les bons exercices pour moi c'est ça. Par exemple l'épaule-oreille, toi ça peut pas du tout te parler. Moi ça va me parler. Et toi la paume magique ça va peut-être très bien te parler. Et c'est tout à fait ok. Et du coup il faudra mettre ton focus sur ces exercices-là que tu ressens bien sur une thématique. Et les autres, pour l'instant, faut les zapper. Ça veut dire que c'est pas le moment de les bosser. T'as pas eu le déclic. En gros, faut avoir une sorte de déclic, une sorte de sensation, une sorte de truc qui fait ah ouais, je sens quelque chose, que là il y a un truc qui se passe, quoi. Et ce truc qui se passe, là par contre, c'est là où faut répéter, où faut nager du coup quelques mètres, quelques longueurs, quelques kilomètres. Tu mets en fait ce que tu as ressenti à l'épreuve de la durée. Comme dirait mon mentor Raymond Cato, en fait faut répéter pour automatiser et tu répètes en mettant de la distance. Alors ça veut pas dire nager des bornes et des bornes, ça veut juste dire des bornes de qualité, quoi. En gros c'est ça, quoi. Ok, je me rends compte qu'on est rentré direct dans le sujet et je t'ai même pas proposé de te présenter, donc écoute, mieux vaut tard que jamais. Vas-y, qui est Pierre Tortereau ? Je suis nageur à la base depuis les années 90, hein, donc ça fait un bail que je nage, je continue de nager. Le siècle d'avant. Ouais c'est ça. C'est ça, je trouve que c'est important, tu vois, ça fait un peu old school quand même, je suis quand même un peu vieux mais pas trop, ça passe bien. Ouais. Et j'ai toujours adoré nager là-dessus. J'ai eu des moments où quand je suis jeune ça passait tout seul. Après à partir de 18 ans ça a commencé à devenir compliqué
parce qu'on m'a fait borner en bassin de 50 avec beaucoup d'intensité et c'était dur pendant 1 an ou 2. J'ai failli arrêter, donc j'ai pas mal régressé, alors que normalement à 18 ans, 17-18 ans, quand t'es un mec, tu prends encore du muscle, tu commences à faire un peu de muscu, surtout j'étais au STAPS, et tu vois que ça passe pas sur tes épreuves et là tu te fais merde, qu'est-ce qui se passe? Je nage 2 fois plus qu'avant, il y a un problème quoi. Et là, du coup, Comme quoi, le volume, c'est pas la clé. là, ouais, c'était pas la clé, ou alors faut mettre le volume, mais tu vois, en gardant la qualité. Et je pense que c'est ce que j'ai pas fait, que mes coachs ont pas vu. Et du coup, moi, à un moment donné, j'ai dit bon, stop. J'ai continué de nager, hein, mais en fait, je me mettais dernier de la ligne d'eau, quoi, vraiment. Tu vois, il y a ma femme là qui est derrière, mais je me mettais derrière elle, alors qu'elle avait 3-4 ans de moins, tu vois, j'avais 18, elle en avait 15, et je me mettais derrière, il y avait aucun souci, quoi. Au début, on m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fous derrière? Bah, j'ai dit, bah, de toute façon, j'avance plus en compète, donc, moi, je veux bien nager, donc je prends le temps, et on m'a plus rien dit pendant, quoi, 6-9 mois, et puis les chronos ont recommencé à diminuer, j'ai recommencé à progresser à un moment donné, et là, j'ai recommencé à accélérer sur certaines séries, enfin, je gérais vraiment mieux mes séances, quoi, grâce à ça, quoi. Mes coups de bras avaient explosé, à la hausse et mécaniquement en fait mes chronos c'est pour ça qu'ils avaient aussi explosé à la hausse et mes coups de bras sont redescendus, mon amplitude a réaugmenté, en gros je nageais mieux, c'est un bon indicateur hein, de toute façon le nombre de mouvements par longueur, si on progresse ça diminue et là les chronos ont redescendu avec l'amplitude quoi et puis bah les sensations aussi, enfin il y a plein de choses qui sont venues, du coup tout le monde se foutait de ma gueule au début, après ils ont arrêté quand même de se foutre de ma gueule vu que ça progressait, vu que je me suis qualifié au championnat de France comme ça et ainsi de suite, mais voilà un peu mon parcours de nageur qui a été du coup pas si simple que ça, même si on va dire que je suis plutôt doué pour la natation, tu vois, j'ai grandi avec une bonne morphologie avec le temps, à partir de 15-16 ans, j'ai des grands bras, j'ai pas des grandes mains mais c'est déjà ça, et ça m'a clairement aidé à nager à la vitesse à laquelle j'ai nagé quoi. Donc ça c'est mon parcours nageur, mon parcours entraîneur a commencé dès 2003, donc à partir de 18 ans où j'ai commencé à coacher un peu par-ci par-là en loisirs adultes à 21h. Ensuite j'ai passé mes diplômes, tout ça, j'ai fait STAPS aussi, et j'ai commencé à entraîner vraiment à temps plein en 2010 en club de natation. Donc là j'avais tous les groupes, hein, du jardin aquatique aux adultes et triathlètes à 21h aussi. Donc c'était très formateur quoi. Tu fais des heures, 25 heures, 30 heures de bassin, t'as les compètes le week-end. Bon tu t'arrêtes pas, mais quand t'as pas d'enfant ça passe bien. Et puis à un moment donné, j'ai démissionné parce que voilà ça se passe mal avec 2-3 personnes et puis tu sens que t'arrives au bout d'un truc quoi, tout simplement. Et puis là j'ai eu des demandes de coaching. Oh, c'est dommage parce qu'un job d'entraîneur, en plus ça gagne bien. Enfin, tu devais être blindé à ce moment-là. Ouais, j'ai commencé à 1300 net, un truc comme ça. Et puis c'était en 2010, hein, donc faut remettre les choses dans le contexte par rapport au SMIC. Mais ouais, c'était pas très élevé. Mais bon, dans une ville comme Saint-Nazaire, ça passait quand même, tu vois. Quand t'as pas trop de dépenses comme moi, c'est nickel. Et puis après, voilà, avec le temps, ils se sont rendus compte que je bossais pas assez, 35 heures, tu vois, ça passait pas. Fallait faire 50 heures. Et donc là, mécaniquement, ils m'ont quand même augmenté. Donc, j'ai eu de la chance. T'es passé à 1360 € en faisant 50 heures, c'est ça? Ouais, c'est vrai que les volumes horaires pouvaient être assez élevés, mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Tu vois, dès que t'es entraîneur de club, tu pars le week-end, tu commences à avoir des nageurs au championnat de France tous les ans, sur les championnats de France de catégorie d'âge, les championnats de France élite, donc le plus haut niveau national où t'as tous les meilleurs nageurs français. Là, tu t'arrêtes jamais, quoi. Le week-end, le samedi, soit t'entraînes, soit tu pars en compète le vendredi, samedi, dimanche, voire la semaine entière. Donc ça faisait une vie assez mouvementée. Donc finalement, quand j'ai démissionné, on venait d'avoir notre premier enfant, donc ça s'est quand même bien goupillé comme ça, parce que sinon franchement je pense que ça aurait été compliqué pour ma femme en tout cas, pour moi aussi de pas les voir, mais tu vois quand t'es dans ta passion, tu vois la passion, et donc après 2020, juste avant le Covid, j'ai lancé mon site internet, formateur aussi en natation, du coup j'avais quand même d'autres choses après, et j'ai eu des demandes de coaching à partir de là. Et je me suis demandé comment c'est possible de progresser à distance sans que je vois la personne nager, hein, clairement. Et puis en fait, je voyais que ça progressait sans voir la personne nager, sans lui faire de retour sur sa technique, ce qui était fou. Hein. Et puis en fait, après, j'avais plus de barrière quoi là-dessus. Donc coaching à distance, j'essayais d'avoir des vidéos forcément, au moins pendant les vacances de mes élèves et tout. Et puis chaîne YouTube, site internet, j'envoie des mails pour faire des stages un peu partout en France là maintenant. Et puis voilà, je continue mon coaching à distance, mes stages en France et en Grèce aussi d'ailleurs. Je suis allé en Grèce il y a pas longtemps, tu vois. Nouveauté, ça, je l'avais pas dit il y a 2 ans vu que je pensais pas faire. Et on est allé en septembre dernier. Franchement, c'était extraordinaire, quoi. Eau à 25 degrés, tu te dis, tu sais, en bassin, t'as froid à 25. Bah là, en Grèce, avec le soleil, en septembre, tu nages, tout le monde est en maillot, quoi. T'as pas froid, quoi. Ouais. Et là, tu bosses, vachement intéressant d'ailleurs. Je fais un parallèle, du coup, j'ai fini de me présenter, là, c'est bon. C'était assez long comme ça. Je fais un parallèle sur la mer. Vachement intéressant de nager en mer, hein, même sans combi, parce qu'il y a vraiment des choses où tu peux prendre le temps, tu vois. Si tu sens que tes pieds coulent en bassin, tout le monde le sait, t'auras pas ce problème-là en mer, mais il y a des choses où tu peux vraiment prendre pourquoi? Attends, on fait une pause là. Pourquoi t'auras pas ce problème-là en mer?
mer. Parce que tu as de l'eau salée, tout simplement. Bon, et la densité n'étant pas la même. Ouais, voilà. Ouais. Donc tu flottes beaucoup mieux, tu es beaucoup plus à l'horizontale, donc tu as moins de frein, moins de résistance à l'avancement. C'est pour ça que des fois on se dit je vais mettre un pull boy directement à la piscine, ça va fonctionner de la même manière. Alors pas exactement, vu que du coup le pull boy bloque les jambes. Et si tu bloques les jambes, c'est comme si tu bloquais tes bras en course à pied. Donc tu t'empêches de t'équilibrer. Et les jambes, elles servent à maintenir l'horizontalité, donc les talons proches de la surface, ça c'est sûr. Il n'y a pas que ça, il y a ta posture aussi, trouver le bon équilibre dans l'eau. Mais ça sert aussi à basculer sur la tranche à droite et à gauche, donc à bien tourner. Et un corps qui est placé à 80 degrés, 85, tu vois, par là, ou 90, tu peux aller jusque là, en tout cas sur une cadence basse, il va offrir moins de résistance qu'un corps qui est 100% à plat, ça c'est sûr. Et tu vas bien sentir que tu glisses beaucoup mieux, de toute façon, tu regardes un débutant, il nage à plat, ça tourne presque pas les épaules, il a les pieds au fond, il a des battements de jambes qui frétillent, tu vois, et c'est très fatigant, tout le monde l'a vécu, de toute façon, là-dessus, on est obligé de passer par là. Moi je le vis encore, je t'assure. Et moi tu me mets un pull boy, je fais 15 secondes de moins au 100 mètres. Ouais. T'as les pieds qui remontent, tu vois. Et t'as essayé ce truc de vraiment garder l'alignement, donc s'auto-grandir, parce que plus tu vas gagner 1 centimètre devant, 1 centimètre derrière, plus tu vas flotter, plus tu auras de points d'appui, de contact pour Archimède. Est-ce que tu as essayé, avec la cage thoracique remplie d'air, de vraiment enfoncer l'avant de ton corps dans l'eau? Parce qu'avec un pull boy, c'est pas facile à faire, vu que t'as pas les pieds derrière qui t'aident à maintenir l'équilibre. Pierre, je te rappelle que je suis un mec. Et un mec ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Donc déjà, nager, tourner un bras à droite, tourner un bras à gauche, penser à compter, respirer. Non, déjà, là je fume dans l'eau. Donc en plus, me demander de me grandir, de gonfler la cage thoracique, t'es fou, quoi. Et c'est marrant que tu soulèves, tu vois, ce point-là, parce que c'est souvent ce qu'on me dit. En natation, j'ai trop de choses à penser, je sais pas quoi faire, quoi. J'arrive pas, en fait, à me concentrer sur tout. Et c'est normal, de toute façon, nous, en tout cas, les hommes, on peut pas se concentrer sur plus d'une chose à la fois. Donc il faut faire très simple, il faut se concentrer sur un point technique. Et c'est là où les priorités deviennent importantes. Mais si tu sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, si tu connais pas tes priorités, le truc le plus simple, et ce que disait du coup mon mentor Raymond Cato, c'était, alors c'est celui pour faire court qui a, on va dire, inventé la méthode sensorielle, c'est aussi simple que ça. Le plus simple, c'est de commencer par mieux sentir ton équilibre dans l'eau. En gros, trouver la meilleure horizontalité possible, baisser les freins le plus possible, construire ta barque avant de mettre les rames. En gros, c'est ça. Et parce que si t'as, tu vois, si t'as un moteur, si t'as un Zodiac et que tu construis le moteur alors qu'il est troué, ça va pas fonctionner, ça va pas avancer du tout, ça va servir à rien. Donc, chose la plus simple, peu importe le chrono, de toute façon, c'est de construire sa barque un peu mieux. Donc, ce que je disais, s'auto-grandir, c'est un des points, parce que plus de contact pour Archimède, donc meilleure flottaison, meilleure horizontalité. Donc, s'auto-grandir. Rester aligné, ça tout le monde le sait. Donc rester aligné, c'est une chose, mais si on est aligné et qu'on est à la verticale avec les pieds au fond, ça va pas marcher parce qu'on peut être aligné en étant comme ça. Et donc il faut chercher à remonter encore plus les pieds. Donc la cage thoracique qui est remplie d'air, il faut chercher à l'enfoncer dans l'eau, sous la surface de l'eau. Et tu dois sentir à un moment donné, chose qui est pas simple à se représenter là quand je parle, on va dire à distance. Et c'est peut-être le plus difficile pour moi de transmettre ça sur mes coachings à distance. Ça marche beaucoup mieux forcément en stage parce que généralement les gens ils s'immergent un peu, tu vois, ils vont un peu plus dans l'eau, mais ils sont pas non plus 100% sous la surface. Ils passent pas 100% sous la surface de la tête aux pieds. En dehors de l'inspiration, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on travaille sur du 4-5 temps, ça peut être intéressant pour fixer cette sensation-là un peu plus longtemps. Parce que si on est sur du 2 temps, c'est très difficile de le faire. Il y a certains au niveau, ils y arrivent, mais il faut y aller progressivement, commencer sur du 5 temps. Et donc en enfonçant tout ça, ça va remonter plus facilement les pieds derrière. Okay, et tu vas surtout aussi avoir de meilleures sensations en sentant l'eau qui va s'écouler sur ta nuque, sur le haut de ton dos. Et ça, ces sensations-là, clairement, elles sont grisantes en fait quand tu commences à bien les ressentir. Et souvent, ce que je dis, et c'est pour ça que là je le dis sur le podcast, n'hésitez pas à vraiment, tant que vous gardez l'alignement, l'autograndissement, la nuque étirée, les sensations d'étirement de la nuque, bref, cette chose-là d'alignement, vous pouvez vraiment y aller en fait, faut enfoncer. En général, j'ai jamais vu quelqu'un enfoncer trop sous la surface de l'eau pour avoir la tête et la cage thoracique qui restent alignées, être trop basse par rapport au talon. Être vraiment, tu sais, au lieu d'avoir les pieds au fond, t'as la tête et l'avant du corps au fond. Ça, franchement, ça arrive pas dans 99, on va dire, 0,9% des cas. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller. Et puis, au pire, si on sent qu'on est beaucoup trop bas ou qu'on a désaligné la tête, sur le 25 d'après, on ajuste, quoi. Et ça, c'est vraiment un des points, il y a peut-être 3 exercices game changer, 3 sensations. Ça, c'est vraiment un des premiers et que moi, j'ai compris, qu'un de mes nageurs m'a fait comprendre déjà il y a plus de 10 ans. Parce qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi tu nages comme ça? Je comprenais pas. Même si Raymond me disait, mais si, c'est logique et tout. Moi, je n'arrivais pas à comprendre qu'il y ait moins de frein sous la surface de l'eau qu'à la surface. Tu vois. Pour moi, dans l'air, il y a moins de frein que dans l'eau. Mais en fait, t'as moins de résistance sous la surface que à la surface. C'est juste ça qu'il faut comprendre. À la surface, t'as des vagues, même en bassin. Même si tu nages pas avec 10 personnes par ligne, il y a quand même des vagues. Donc en fait, il faut annuler ces résistances-là. Donc il faut passer sous la surface. Ça, c'est une chose.
Donc après, tu vas me dire, il y a la combi, il y a l'eau de mer, on s'en fout. Ça, c'est vrai. Surtout quand tu nages derrière quelqu'un, c'est lui qui prend les vagues. Mais par contre, au niveau des sensations, ça change beaucoup de choses. Et au niveau de tes entraînements en bassin, souvent, nous, les hommes, en tout cas, on a les pieds qui vont tomber au fond, quoi qu'il arrive. Et moi aussi, faut pas croire. Si je m'immerge pas devant. Ça, c'est sûr. Donc moi qui suis nageur et qui flotte mieux que la plupart des gens. Ouais. Non, tu vois, c'est intéressant. Je prenais ça un peu à la rigolade, mais moi déjà, je nage systématiquement en 5 temps, sauf quand on commence à partir sur des séances d'intensité, mais systématiquement en 5 temps, parce que pour moi, c'est un bon marqueur aussi du niveau d'intensité que je mets. Comme je le dis, quand je passe en 3 temps, je passe très rarement en 2 temps. Enfin, ça remonte à 15 ans quand je faisais du 2 temps, quand je faisais des sprints sur un 50 mètres. Mais en dehors de ça, moi, je suis systématiquement en 5 temps. Si j'ai besoin de passer en 3, c'est que j'ai un truc qui cloche soit dans ma vitesse, soit dans ma recherche d'énergie, de gain d'énergie dans ma nage. Après, il y a l'autre difficulté, et on en parlait un peu en off, c'est qu'il y a aussi beaucoup de nageurs, de triathlètes qui se retrouvent à nager en public. Et quand tu nages en public, ok, s'auto-grandir, enfoncer la tête, aligner le corps, etc. C'est bien, mais il faut quand même que tu lèves la tête parce que t'as mamie Germaine qui est devant ou t'as Jean-Pierre qui fait des plaques qui est devant et ce serait dommage, soit toi de mettre un coup de bras ou de plaque, soit t'en prendre un ou te prendre mamie Germaine qui est en train de faire une belle brasse bien écartée avec un ciseau qui prend toute la largeur de la ligne. Ouais, avec des pannes. D'ailleurs, on pourra faire un point là-dessus d'ailleurs. Est-ce que la brasse, il faut faire des grands mouvements de bras d'1,50 m d'envergure et un grand ciseau de 2 mètres d'envergure ou pas? En fait, quand tu débutes en brasse, tu vois, c'est un peu comme le crawl où tu fais plein de battements et tu tournes les bras et t'as les pieds au fond. Et au fur et à mesure, ça remonte et ainsi de suite. La brasse, au début, tu vas faire des grands ciseaux et tu vas faire des petits mouvements de bras qui vont pas servir à grand chose. Et si tu regardes Léon Marchand ou tous les brasseurs à haut niveau, le ciseau se réduit de plus en plus. Donc si tu regardes vraiment un pur brasseur ou des pures brasseuses, les ciseaux sont vraiment de plus en plus faibles depuis 20, 30 ans, enfin même depuis 50 ans on pourrait dire, hein, ça fait que de se réduire. Par contre l'amplitude des bras fait que d'augmenter. Parce qu'en fait en brasse tu vas créer plus de vitesse avec tes bras qu'avec ton ciseau. Alors qu'on a pensé pendant pas mal d'années que c'était l'inverse. Donc voilà pour faire le parallèle sur la brasse. Nage que j'adore aussi en même temps que le crawl. C'était là où j'avais les meilleurs nageurs, c'était brasse et crawl. Bon, cool. Quand tu nages en public, t'es quand même obligé de lever la tête pour voir où tu vas ou alors ce qui t'arrive en face. Comment tu t'auto-grandis? Comment t'es bien aligné, tête, corps, jambes, tête, corps, jambes, si t'es obligé de casser parce que t'as la tête comme en vélo où tu relèves à mort et d'ailleurs tu fais bien travailler les cervicales. Ouais, c'est vrai. Alors franchement, sur le public, t'as pas le choix, tu vas forcément lever la tête un peu, briser l'alignement au niveau de la nuque. Tu pourras pas être nickel, sauf si tu fais des 25, tu vois, tu pars à un moment donné, on va dire tu fais un 8x25 à l'échauffement, t'es focus là-dessus. Là, tu peux le faire parce que tu vas gérer quand est-ce que tu pars par rapport à la personne qui est devant et ça va passer. Par contre, ouais, si tu fais des 100, des 200, des 400 et ainsi de suite, tu pourras pas maintenir ton alignement de la nuque nickel. Tu vas être obligé de lever un peu la tête, mais faut pas oublier qu'on peut aussi lever les yeux. Donc t'auras pas un alignement nickel de la nuque parce que même en levant les yeux, tu verras pas assez vite arriver la mamie qui embrasse, ça c'est sûr. Plus tu nages vite, plus ça va être problématique. Tu vois, si tu nages 2,30, 3 minutes, ça peut peut-être passer encore. Et encore, ça dépend à quelle allure elle nage la mamie. C'est ça, parce que si elle est à 6 minutes au 100 mètres et que toi t'es même à 2,30, à un moment tu vas croiser quand même. Ouais, faudrait vraiment faire des lignes de vitesse de nage parce que des personnes qui sont à 3 minutes au 100 mètres, tu peux en mettre 15 dans la ligne sans problème. Par contre, des personnes qui sont tu vois à 1 minute 15, 1 30 au 100 mètres, tu vas pas en mettre 15 quoi, ça va pas passer, c'est mécanique. Enfin bref, petite parenthèse là-dessus, si jamais des maîtres nageurs nous écoutent qui font des surveillances publiques, ça peut être une idée. Je sais pas parce que je me dis quand même quand tu nages une 15, une 30, mais même une 45, c'est que tu as déjà un certain niveau de nage. Donc déjà, tu comprends que tu nages à droite, quand tu doubles, tu essayes de doubler mais en restant dans la ligne donc dans le milieu de la ligne et pas d'aller sur le couloir d'en face. Et puis tu sais aussi normalement faire des virages, tu sais aussi un peu maîtriser tes ciseaux de jambes si jamais tu es amené à faire de la brasse. Enfin, tu vois, tu as quand même une certaine technique de nage et une certaine compréhension des règles implicites dans le public qui fait que je pense que tu arrives à mettre 10 mecs qui nagent en 1,30 dans une ligne, là où justement 10 mecs qui nagent 3 minutes dans une ligne avec un qui brasse, l'autre qui dos, l'autre qui fait des battements, ça risque de coincer plus, non? Non, parce que vu que tu vas beaucoup moins vite à 3 minutes, le temps de doubler quelqu'un,
Tu vois, si tu pars toutes les 5 secondes, on va faire le truc très simple. Tu pars toutes les 5 secondes que tu nages du coup 3 minutes au 100 mètres, ça fait, tu vois, 1:30 au 50. T'as le temps d'en faire passer finalement des gens. Alors que si tu nages, on va faire beaucoup plus simple, 1 minute, voilà, même pas, on va faire 30 secondes au 50. Le nageur vraiment rapide en série. Là, mécaniquement, en partant de 5 en 5, tu vas en mettre, si tu fais des départs 40, tu vas en mettre 5 ou 6, quoi. Donc, c'est sûr. c'est juste surtout par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu arrives à mieux maîtriser quand tu nages vite. Et quoi qu'il arrive, c'est plus simple de nager avec 5 nageurs d'à peu près de ton niveau ou un peu plus rapide. Tu vois, c'était à 1:30 avec des gens qui sont entre 1:15 et 1:45, que de nager avec un niveau vraiment différent, quoi. Là, c'est le bordel. Dès que tu mets des niveaux différents, c'est injouable, quoi. Bon, comme tu l'as dit, j'espère que les maîtres nageuses et les maîtres nageurs nous écoutent. On va leur envoyer cet épisode et puis on va leur demander de prendre un peu leurs responsabilités parce que j'adore les maîtres nageurs et les maîtres nageuses, il n'y a pas de souci, hein, on est tous copains. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu trop qui restent assis sur leur chaise à regarder ce qui se passe dans le bassin sans intervenir. Mais bon, ça c'était une petite aparté personnelle. Cher maître nageur de Toulouse, ciao. Je comprends ce que tu m'as dit. Ouais, donc du coup, effectivement, tu as du mal à être bien aligné quand tu es en public, etc. Malgré tout, il va falloir le faire. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Parce que tu as déjà donné pas mal d'infos, mais quand on est triathlète, qu'on pense savoir nager bien et que finalement on se rend compte qu'on a beaucoup de zones de progression, quelles sont les premières choses qu'on peut facilement mettre en place sans avoir tout de suite de bonnes sensations dans l'eau? Toi, typiquement, tu vas prendre un stagiaire qui vient te voir, qui dit voilà, je nage une 45 au 100 mètres, mon objectif c'est de nager une 30. Quels sont les premiers conseils que tu vas lui donner à distance en plus? Ouais. Alors j'ai fait une vidéo justement là-dessus, parce que les problèmes techniques entre 2:30, tu vois, 2:15, 2 minutes, une 45, forcément ils évoluent, c'est pas les mêmes limites. Et c'est vrai qu'on en parlait juste avant aussi. La première limite, quoi qu'il arrive en natation, et jusqu'à au moins 2 minutes par 100 mètres, elle est vraiment technique, quoi. Tu vois, alors que, comme on disait, jouer au foot, tu cours, tu tapes dans un ballon, ta limite, elle va pas être sur courir, à part si t'as 2 ans, mais sinon, ça passe bien, quoi. Et c'est là où la natation, c'est pas facile. Et donc, il y a une 45. Souvent, franchement, l'horizontalité est plutôt bonne. Ils sont les talons, les gars ou les filles, peu importe, proches de la surface. Voire pour les femmes d'ailleurs, souvent à une 45, ça va être vraiment nickel au niveau horizontalité. Ça va bien passer là-dessus. Là où il y a un gros point de focus, ça va clairement être souvent sur les appuis. Donc ça pousse plutôt bien vers les pieds, qui paraît simple quand je le dis comme ça. Pousser vers l'arrière pour avancer vers l'avant, action-réaction. Mais faut quand même construire ses repères de nageur. Parce que l'arrière du terrien c'est le dos, l'arrière du nageur c'est les pieds. Et en plus on est dans l'eau, donc il faut reconstruire tout ça. Il suffit pas de juste se dire ah oui mon arrière il est vers mes pieds. Non, il faut des exercices qui te structurent ce que Raymond Cato appelait l'espace d'action. Donc en gros la capacité à pousser vers l'arrière et orienter tes surfaces d'appui, quoi, à agir sous l'eau, quoi, avec tes bras. Et donc le gros enjeu il va être forcément sur la prise d'appui sur le catch, parce qu'il y aura déjà un roulis qui sera forcément là. Je dis pas qu'il sera optimal et tout, parce que tout peut s'améliorer, de toute façon, tout le temps. C'est là-dessus, on s'arrête jamais, hein. Sinon, c'est un peu le principe. Mais il y aura déjà un début de roulis qui te permettra de réussir à faire, franchement, une bonne prise d'appui si tu fais les bons exercices. Et sur le catch, du coup, j'en viens à mon deuxième exercice, game changer. J'ai pas trouvé de nom plus, mais au moins c'est parlant là-dessus. Que je fais aussi sur mes stages ou à distance. Ça va être de regarder. Tu vois, il y a des repères auditifs, il y a des repères de sensations, on a parlé de tension musculaire dans la nuque par exemple, il y a des repères tactiles, on a parlé d'épaule-oreille, et il y a aussi du coup des repères visuels. Et donc regarder ton catch, ça paraît tout con, donc oui tu te désalignes, mais il suffira de repenser à ton alignement, tu le refais tout de suite naturellement tellement tu l'auras automatisé avant. Même s'il est pas nickel, si tu nages sur le public, aller aligner la tête qui regarde un peu devant et être immergé, c'est toujours mieux que de jamais être aligné et jamais immergé. Donc faut juste. Donc quand tu dis regarder son catch, tu veux dire vraiment, et là tu lèves la tête avec tu lèves la tête et tu regardes ta main qui rentre dans l'eau. Normalement l'engagement, le contrôle du bras sur l'entrée de la main et l'engagement vers l'avant, il est ok. Parce qu'il a été mis avant quand on nage à 2 minutes, à 2:15, à 2:30. Alors, on continue de le bosser, mais on met pas 80% de son attention et de son intention là-dessus. Là, on va regarder, on va lever la tête, on va regarder en fait son catch, sa prise d'appui. On va regarder comment c'est fait. Parce que, pour réussir un catch, il faut engager le bras loin devant, pour ce que j'appelle un peu déboîter l'épaule, sans se faire mal, mais c'est une image. En 2, il faut réussir à mettre le creux de ton coude vers le fond de la piscine. Parce que si le creux de ton coude, il est vers le plafond, le coude, il a qu'un seul degré de liberté, si je me souviens bien de mes cours d'anatomie, et du coup, ta main, elle va sortir de l'eau, quoi. Donc ton catch, il va être à l'envers. Ça va pas marcher. Donc, pareil, ça paraît. Tu vas être sur un push plus que sur un catch. C'est ça. Ça paraît tout con dit comme ça. Mais après, quand le creux du coude, il est bien mis, et la paume de main, elle est aussi mise vers le fond de la piscine,
où tu cherches à tourner tout ton bras d'un seul bloc, en faisant de la paume magique ou de la demi-paume magique, hein, c'est le truc, t'es entre les deux, au lieu de mettre la paume vers le ciel, tu mets le pouce vers le ciel. Tu tournes tout d'un seul bloc, ça simplifie ton mouvement, parce que sinon la main a tendance à tourner si tu veux tourner que le creux du coude. Et du coup, là, t'as tout qui se met plus ou moins vers le fond de la piscine, mais au moins un petit peu. Et en fait, après, en regardant ce que tu fais, ça va te donner un renseignement direct sur ce que tu es en train de faire. Ça paraît aussi très simple dit comme ça, mais au moins, tu regardes ce que tu fais et tu le ralentis, tu vois. Tu fais pas juste regarder, parce que tu le regardes, tu le fais très vite, ton catch, il passe pas. Ou en tout cas, il passe, mais comme avant. Donc, ce qu'on veut, c'est l'avoir le mieux possible. Et c'est ce que je fais sur mes analyses. Là, je fais des vidéos avant-après sur mes stages, où on recherche le meilleur catch possible en regardant, sans respirer, d'accord, on simplifie au maximum. Alors des fois j'ai des commentaires, ouais mais il respire pas et tout. Ouais mais c'est la première étape en fait. Si tu y arrives sans respirer au début, après tu vas passer sur du 3-4 temps, tu vas respirer un peu plus et tu vas y arriver aussi. Il faut vraiment y aller par étapes. Et c'est toujours une question de didactique, de toute façon, d'étapes d'apprentissage, de passage obligé. Et donc après avoir mis le creux du coude et le paume de main vers le fond de la piscine, tu regardes bien ce que tu fais et tu ralentis, tu comptes 1, 2, voire 3. En gros, ton catch, tu vas vraiment le ralentir à fond pour en fait mieux contrôler ton mouvement. Hein. C'est très simple. Hein. Je sais qu'en karaté, Christophe Carillo, il en parle en préparation physique. Il y a pas mal de choses où tu apprends à faire les choses au ralenti. Et donc, il n'y a pas de raison qu'en natation, ça soit différent. Alors oui, les pieds vont couler un petit peu plus. On va sentir peut-être que le bras, il va revenir. Tu vas être à un moment donné en fort rattrapé. Ouais, mais ce qu'on veut d'abord, c'est réussir à maîtriser, à contrôler. C'est un contrôle moteur. Ok. Et après, quand tu arrives à le faire lentement, tu vas réaccélérer un petit peu plus, tu vas remettre ta tête, tu vas respirer de plus en plus, et ainsi de suite. Mais il faut y aller par étapes. Il faut d'abord le réussir à faire de manière stricte, sans se prendre la tête. Avec tuba éventuellement, il n'y a pas de souci. Parce que là, le tuba, c'est plus un souci. Tu sais souffler dans l'eau. Ça paraît aussi simple dit comme ça, mais à 2,30, t'as un peu de mal à souffler dans l'eau, t'as pas appris ça, donc faut pas mettre le tuba à 2,30. Il y a vraiment, à certains moments, mettre le matos ou pas le mettre, quoi. C'est vraiment un enjeu super important dans le sensoriel, en tout cas. Dans les sensations. J'ai répondu à ta question, je suis parti en vrille. Non, mais c'est bien. On va là où nous mène la réponse. Tu parlais du catch. Alors, admettons, tu sais déjà un peu nager, tu es à 2,30, 2,15, 2 minutes. Ouais. On voit un peu comment on peut améliorer ça. La question que tout le monde se pose, et tout le monde a un avis là-dessus, est-ce qu'on serre les doigts? Est-ce qu'on ouvre un peu les doigts? Est-ce qu'on a les doigts super écartés? Comment on doit nager, bordel? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est pas simple de donner une réponse parce que, tu vois, moi-même, en tant que nageur, à un moment donné, je me suis posé la question, quoi. Et en fait, faut pas être contracté, quoi. Si t'es contracté, t'as moins de sensations, ça c'est sûr. Et de toute façon, je crois qu'il est prouvé. Alors, je pourrais pas te donner l'étude ou te l'envoyer parce que je suis pas du genre à garder ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que être trop contracté, trop serré, tu vas sentir que ça part un peu dans tous les sens, ça vrille. Et être trop contracté en étant trop écarté, tu vas sentir que tu as l'impression de passer au travers de ton appui, quoi. Donc en fait, le mieux, c'est certains auront quand même les doigts vachement écartés naturellement, d'autres auront les doigts peut-être plus serrés naturellement, sans être 100% en contact. Faut laisser un peu sa main faire comme elle le sent, mais il faut surtout être relax. Parce que si tu es relax, tu sens beaucoup mieux tes appuis. Alors après, être relax, oui, faut pas laisser le poignet partir dans tous les sens non plus, d'accord? On parle bien au niveau des doigts, au niveau de la main, que ça reste comme on est à l'aise, tu vois. Moi, je suis à l'aise comme ça, je vais nager comme ça. Certains, ça va être un peu plus écarté, ça paraît toujours bizarre. Et souvent, je le vois sur les commentaires de mes vidéos YouTube, il y en a qui ont les doigts vachement écartés naturellement, d'autres vachement serrés. Et à chaque fois, il y a une remarque du coup dessus. Ah, il a les doigts trop écartés par rapport à ce que tu dis. Bah non, en fait, s'il est bien comme ça, il est bien comme ça. Et ça, c'est un truc, ça revient aussi encore aux sensations internes. C'est se faire confiance, en fait, là-dessus, sur ce qu'on ressent le mieux. Parce que votre corps, il sait, votre esprit qui interprète les sensations, c'est ce qu'il ressent bien, quoi, finalement. Quand on s'écoute bien et qu'on fait les bons exos, ça passe bien, quoi. Donc, ouais. Après, ça peut être facilement remis en cause. C'est-à-dire, ton corps, il sait, ou ton cerveau sait ce qui va bien. Oui, mais dans ce cas-là, tu nagerais pas 2,30. S'il savait ce qui va bien et que tes sensations étaient bonnes, tu nagerais 1,15, quoi. Ouais, mais il sait ce qui va bien quand tu vois, quand on va dire t'es bien guidé, on va dire ça comme ça, et il sait ce qui va bien entre, tu vois, je me force à faire quelque chose qui est pas naturel pour moi, qui est de serrer les mains à fond, alors que j'ai de meilleures sensations et je le sais, si je réfléchis, tout simplement. Si je me pose la question, on va dire sincèrement, je sais qu'en étant légèrement écarté et relâché, je suis mieux comme ça, tu vois, parce que si tu reviens peut-être 30 ans en arrière, peut-être qu'on te disait d'être comme ça, alors que en fait, il y a bien un nageur à un moment donné qui a écarté les doigts. Et du coup, il y en a d'autres qui l'ont fait et ainsi de suite. Tu vois, il y a toujours un précurseur dans tout ça, alors que les coachs ou les scientifiques ou je sais pas qui, je mets personne en cause, disaient bah non, faut pas faire comme ça, quoi. Un peu comme en brasse, tu vois, on parlait de la brasse tout à l'heure, fallait faire absolument un gros ciseau, quoi. Tu sais, on t'apprend un peu ça, c'est plier, écarter, serrer. Bon, déjà ça c'est une connerie parce que ce qu'on veut c'est pousser vers l'arrière. Donc en écartant, on pousse pas vers l'arrière.
Donc c'est la loi de l'action-réaction. On va dire non, c'était un vortex, machin, blablabla, faut nager avec la main en S, en crawl, parce que c'est mieux, parce que tu prends plus d'eau en la poussant à droite et après à gauche et après à droite. Ça c'est un truc que j'ai jamais capté. Oui, la main fait un S, c'est sûr, mais en fait c'est parce que c'est anatomiquement logique. Sur ton catch, ta main elle s'écarte de l'axe de ton épaule et ton coude aussi, parce que sinon t'as pas de catch, ou t'as un catch un peu à l'intérieur où t'auras un peu moins d'appui. Et après ta main elle revient sous ton épaule, même si c'est ton corps qui va passer au-dessus de ton appui, parce que c'est là où tu as de la force, c'est là où tu as de la puissance, c'est là où ça va passer tout seul, ça va accélérer en faisant le moins d'efforts possible. Que tu fasses un 50, un 1500 ou un 20 bornes, peu importe. Ok. Ouais, et pour revenir sur l'écartement des doigts, c'est vrai que tu dis il faut être détendu, mais c'est comme en course à pied en fait. J'avais un entraîneur quand j'étais au Luxembourg, on se moquait souvent de lui quand on avait des séances collectives, mais il nous disait toujours, et il le disait en anglais parce qu'au Luxembourg ça parle dans toutes les langues, mais arm 90 degrees, donc vraiment faire un angle droit avec ses bras, et puis smile on your face, c'est-à-dire vraiment sourire, mais sourire pour tout détendre, pas un sourire coincé comme ça, mais vraiment un sourire détendu, et ça te fait aussi détendre le reste du corps, notamment les mains, et en gros être bien détendu jusqu'au bout des doigts, quoi. Et en natation finalement ça va être la même chose. Et puis après sur l'écartement, c'est vrai que si on visualisait un peu ces fameux tests d'aérodynamique sur les voitures, et où on voit le flux d'air qui passe au-dessus de la voiture et qui passe après derrière et qui redescend, je suis persuadé que si on ouvrait un petit peu la voiture, tu sais, comme une main, en fait, comme des doigts, qu'on ouvrait un petit peu, le flux d'air, jusqu'à un certain moment, il ferait le même chemin, c'est-à-dire qu'il s'engouffrerait pas dans les trous. Et là, l'eau, c'est un fluide, donc c'est comme de l'air, c'est-à-dire que si tu écartes quand même un petit peu, tu vas avoir potentiellement un meilleur catch, parce que tu vas pouvoir réussir à pousser sur l'eau si c'est pas trop ouvert et si c'est pas trop tendu non plus au niveau de tes doigts. Est-ce que je dis des bêtises ou pas ? Non, pour moi ça fait sens. Ça fait sens. C'est comme ça que je le ressens, et c'est comme ça que j'ai des retours de mes élèves, que ce soit quand j'entraînais en club ou maintenant à distance et en stage, me le formalise aussi. Donc là-dessus, je suis OK. Et est-ce que sur le fait de se détendre, justement, les plaquettes, là, peuvent jouer un rôle, dans le sens où prendre la plaquette, enfin mettre une plaquette, l'objectif, c'est pas non plus de se crisper les doigts et la main sur la plaquette. Au contraire, c'est juste de se servir de la plaquette pour pousser dans l'eau, pour avoir encore un bien meilleur catch. Et est-ce qu'on peut justement travailler cette détente des doigts et cet écartement, enfin essayer de trouver le meilleur écartement des doigts ou le meilleur serrage des doigts, suivant comment on le ressent, ne serait-ce que juste déjà en prenant appui sur la plaquette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire comme type d'exercice. Alors je suis pas sûr d'avoir l'exercice, mais par contre ce que tu dis en termes de recherche de sensations, de relâcher les doigts et pas de prendre la plaquette avec les mains, tu vois, et d'être contracté, ça par contre, tu vois, là t'es dans le sensoriel, t'es dans l'approche de vraiment... je vais essayer de sentir de nouvelles choses grâce aux plaquettes, tu vois. Et ça, le chemin est intéressant. C'est pas juste je fais des plaquettes parce qu'on m'a dit qu'il fallait en faire, parce que c'est important, parce que n'importe quelle justification, musculairement, je vais m'améliorer et ainsi de suite, quoi. Il y a d'autres choses à faire pour musculairement à ce moment-là. Si on veut prendre de la force, il suffit d'avoir une barre de traction, on tire et puis ça passe mieux. Ouais, faire des 100 mètres et puis à chaque 100 mètres tu sors du bassin, tu vas faire 10 pompes puis tu retournes dans l'eau. C'est pas mal aussi. T'as pas besoin de prendre des plaquettes pour faire ce genre d'exercice. Ouais, ça c'est sûr. Bon après c'est dur d'enchaîner ces trucs-là. Franchement, moi techniquement j'ai jamais aimé en tant que nageur enchaîner les pompes et tout. Sur certaines séances pourquoi pas, tu vois, ça peut être fun, mais c'est vrai que tout de suite après tu sens que t'es moins précis, tu nages moins bien, peut-être parce que j'ai le cerveau vraiment câblé sensation et que ça me saoule de pas ressentir les choses correctement, mais ça peut être aussi un sujet pour certains ou certaines d'ailleurs. Tu vois, on parlait, les femmes ont vraiment des facilités sur l'horizontalité, et les hommes ont plus de facilité normalement. Dans l'eau, parce que souvent les femmes, l'horizontalité, notamment sur les pompes, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment facilité sur l'horizontalité dans l'eau. Ouais, est-ce que ça vient aussi de la forme du bassin ou de la densité osseuse ou musculaire des jambes des femmes versus les jambes des hommes? C'est ça. Je sais pas. Moi, je suis pas. En masse grasse, c'est clairement ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Et nous, les hommes, on est un peu plus puissants normalement. On a un meilleur rapport poids-puissance. Tu vois, là-dessus, par rapport aux femmes. Donc on aurait plus besoin de travailler la mobilité et l'horizontalité, de passer plus de temps dessus, et les femmes auraient plus besoin de travailler tout ce qui est force, puissance, donc notamment en dehors de l'eau, même si c'est pas toujours sympa, mais aussi tout ce qui est appui, parce que souvent ça va être ça parce qu'elles ont une bonne conscience clairement de leur corps, meilleures que nous. Au niveau sensation, elles sont souvent plus à l'écoute, ça c'est sûr, leurs sensations internes. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment se passer aussi plus rapidement pour les femmes, parce qu'elles vont être plus à l'écoute d'elles-mêmes, et ça va aller plus vite dans la progression technique quand tu prends ce volet sensoriel-là.
Ouais, je pense qu'elles ont encore une bien meilleure sensation une fois qu'elles ont accouché, parce que quand tu accouches, tu sens vraiment beaucoup de choses, au-delà des femmes qui passent par la césarienne. Ouais. Non, mais j'imagine aussi. Enfin, en tout cas, c'est les échanges que j'ai pu avoir avec mon épouse. On a eu 4 enfants quand même. Ah, bah j'en ai 4 aussi, tu vois. C'est marrant ça. Voilà. Ouais. On a quelques points communs au-delà du fait que moi je ne suis pas du tout nageur. Mais bref. Mais on nage tous les deux, c'est déjà ça. Tu parlais justement de faire éventuellement des exercices en dehors de l'eau, mais est-ce que c'est envisageable de faire des exercices carrément à sec? Parce qu'on le sait, pour avoir une bonne horizontalité, il faut être bien gainé, faut bien ressentir son corps, etc. Je m'imagine toujours allongé sur un tabouret, tu sais, juste avec, finalement, j'essaye d'être le plus droit possible, de faire une planche horizontale et avec juste la surface de contact du tabouret au niveau des abdos. Est-ce que là, déjà, ça peut aider ce genre d'exercice? Et est-ce que d'autres exercices peuvent aider aussi? Enfin, est-ce que cette position peut aider aussi, notamment pour ressentir le catch, la pose de la main, ce genre de choses, mais à sec, c'est-à-dire même pas au bord du bassin, vraiment chez soi, quoi. Ouais. Alors sur tout ce qui est gainage, forcément, tu vois, parce que l'idée c'est d'être aligné, c'est d'être autograndi. Alors l'autograndissement va te faire te gainer un petit peu, hein, mine de rien, parce que quand tu tires un peu sur la nuque vers le haut, quand tu tires un peu sur les pointes de pied, quand tu pousses au mur par exemple, forcément tout de suite tu mets en tension tes muscles, donc ça te gaine. Mais ce qu'il faut, c'est maintenir cet alignement malgré le roulis, malgré les mouvements de bras, malgré le retour arrière, malgré le fait que tu tires l'eau vers l'arrière. C'est être indéformable, d'accord? Un des principes, c'est ça, c'est indéformable, c'est maintenir son alignement, maintenir son horizontalité. Donc oui, tu peux bosser le gainage en dehors de l'eau, ça c'est clair et net. Enfin, bosser ce maintien d'alignement, moi je préfère parler, tu vois, de ça, parce que l'idée c'est ça, c'est de réussir à avoir un bon roulis et de maintenir ton alignement de la tête aux pieds malgré ça. De pas avoir en gros les abdos et le bas du dos, c'est souvent là le bassin qui part un peu et qui vrille. En gros, nager un peu en S. On parle un peu de ça, ça fait un peu partie de ça aussi. C'est que ton bassin, dès que tu engages ton bras loin devant, il va partir un peu à droite, ensuite un peu à gauche, et tu vois, tu vas danser, quoi. Tu vas danser alors que l'idée, c'est vraiment que tout tourne. Et alors, sauf la tête, à part quand t'inspires, mais si t'inspires pas, t'as tout qui tourne de la tête aux pieds, donc les épaules, le bassin, les pieds, ok? Faut pas rester en mode, on m'a dit, faut tourner les épaules, faut pas tourner le bassin et les pieds. Alors déjà, si tu tournes que les épaules, tu vas pas beaucoup tourner, d'accord? Ça va se dégager un petit peu de l'eau, mais à peine. Mais faut vraiment tout laisser, en fait, on va dire partir, mais en gardant l'alignement. Donc ça, ouais, tu peux le bosser avec du gainage en dehors de l'eau. Tu vois, tu décolles une main du sol, hop, t'essayes de bien maîtriser là ton bassin, même s'il ne va pas tourner, et tu peux le laisser aussi tourner en regardant le sol, en mettant, t'as un appui main au sol, t'as les deux pieds au sol, et tu mets ton bras vers le haut. Et donc là, tu bosses ton gainage, ton alignement en rotation. Donc vachement intéressant et à ressentir la même chose, on va dire, dans l'eau. Ça, c'est un premier truc. Et la chose vraiment super importante, on parlait de catch juste avant, ça va être de réussir à faire ce catch-là en dehors de l'eau. Parce que le fait que je dise, faut regarder ton catch, faut le ralentir tout à l'heure, si tu n'y arrives pas en dehors de l'eau, il n'y a aucune chance que tu y arrives dans l'eau. C'est logique, parce que c'est encore plus dur dans l'eau. Donc faut y arriver en dehors de l'eau, avec des élastiques, qui est très bien pour travailler un peu toutes les positions, le catch, le passage de la main sous l'épaule, la position clé, la numéro 2, là où je t'en ai parlé juste avant, où là on a plus de force, et ensuite la fin de poussée, la position clé numéro 3. Mais par contre, ce qu'il faut réussir à faire sur le catch il est pas propulsif dans l'eau, donc ça veut dire qu'en dehors de l'eau, il faut réussir à le faire sans élastique, sans aucune tension, sans rien. Alors au début, forcément tu peux pas le faire comme ça, t'as aucun repère sensoriel, on pourrait me dire ça. Ouais, mais tu regardes juste ce que tu fais, tu contrôles, tu ralentis. Dans l'eau, sous l'eau, t'as aucun repère, à part regarder ce que tu fais, ralentir, les tensions musculaires, mais t'as pas un repère tactile. Ce que tu peux avoir comme repère tactile en dehors de l'eau, c'est tu prends un mur, tu prends un dossier de chaise, tu prends un poteau si t'es à la piscine, finalement tu restes en dehors de l'eau, tu fais ça avant de te mettre dans l'eau, tu mets la main et l'avant-bras sur le mur, et tu vas reculer. Donc en gros, tu te mets en position de catch, mais main avant-bras sur le mur. Là, t'as un repère tactile qui est clair, et mine de rien, ça renvoie des infos à ton cerveau sur c'est quoi la position exacte d'un catch parfait, ou d'une prise d'appui parfaite. Alors je dis pas qu'on va réussir en faisant que ça, à y arriver tout de suite dans l'eau, ça c'est sûr que non, dans 99% des cas. Mais par contre, le fait d'y arriver au mur dans un premier temps, donc avec un repère tactile clair, et ensuite de réussir à le faire en mode dynamique, toujours en dehors de l'eau, donc en mode je suis là, je réussis, je prends le temps et je regarde ce que je fais, tu vois, j'engage, je tourne, je fléchis. Je dis je vois parce qu'on est en vidéo, pour ceux qui nous écouteraient. Voilà, ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous allez sur la chaîne YouTube Devenir Triathlète et vous verrez les mouvements de Pierre. Voilà. Et donc, ce que je disais, là, on est vraiment sur un contrôle moteur. Et si tu arrives à contrôler le truc en dehors de l'eau, il y a de fortes chances qu'une fois dans l'eau, parce que clairement, 100% des personnes qui arrivent en dehors de l'eau vont être capables, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement, de réussir à le faire aussi dans l'eau. Par contre, si tu n'y arrives pas en dehors, c'est sûr que tu n'y arriveras pas dans l'eau.
Ça, c'est clair et net. Ça, je peux le garantir. De toute façon, c'est évident vu que c'est la même chose, c'est le même mouvement, c'est juste que t'es dans l'eau. Donc ouais, vachement important sur les appuis. Donc là, je parlais que du catch parce qu'on en a parlé juste avant et c'est parlant pour tout le monde. Et en plus, le catch n'est qu'une préparation. Ça veut dire que dans l'eau, t'auras aucune sensation ou presque aucune sur le catch. C'est que quand tu vas commencer à tirer que tu vas dire ah oui, là j'ai un catch qui est construit. Je sens par rapport à avant que musculairement, j'ai des muscles qui poussent un peu dans les dorsaux, dans les épaules ou dans quelque chose. Et ça, c'est un bon repère d'ailleurs aussi. Sentir que ah oui, ça étire le grand dorsal plus que d'habitude parce que j'ai bien engagé mon bras et ça tire un peu plus après les séances parce que j'ai commencé à pousser l'eau un peu plus fortement quoi. J'ai pris un peu plus d'eau. Écoute, je prends bonne note. J'avais prévu une séance de natation tout à l'heure. Ça sera peut-être l'occasion de travailler ce catch. Va falloir que tu nous fasses une vidéo. Ah ben non, suis-je bête? T'as une chaîne YouTube où tu montres tout ça, forcément. Ouais. J'ai une chaîne YouTube. J'ai dû mettre une de séances comme ça aux élastiques et sur ces positions clés justement en dehors de l'eau. Donc là-dessus, je pourrais te les envoyer. Il suffira de mettre ça en lien sous l'épisode. Et ouais, l'idée c'est de partager des choses comme ça, que ce soit sur ma chaîne, sur des vidéos on va dire classiques, hein, tu vois, classiques YouTube. Mais là, c'était vraiment une séance élastique que j'ai fait avec un de mes anciens nageurs qui était à moins de 4 minutes au 400, enfin qui est toujours d'ailleurs. Il nage encore. Et donc ça fait un bon exemple. Attends, redis-le, je pense que les gens ils ont pas entendu. Moins de 4 minutes au 400. Donc ce qui veut dire moins de 1 minute au 100 mètres fois 4 enchaînés. Hein, c'est pas 100 mètres, on s'arrête, on refait 100 mètres. Non, c'est 400 mètres non-stop, moins de 4 minutes. C'est beau quand même, ça c'est beau. Tu sais que moi ça me paraît toujours hallucinant. Hein. Au début quand j'ai commencé à entraîner, les meilleurs nageurs du club, ils étaient à 4,20 ou 4,30. Et encore c'est quand je nageais moi, donc j'étais pas loin, j'étais à ça aussi. Et je voyais des nageurs d'autres clubs, tu vois, à 4,10, 4,5, 4 minutes, de la région en tout cas. En France, il y en avait déjà à moins de 4 minutes, c'est sûr. Et je trouvais ça toujours hallucinant. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Comment ils font ça me paraissait complètement dingue, quoi. Alors que, tu vois, 50 au 100 livres ou 52, moi, ça me paraissait pas fou parce que je le faisais et j'avais eu quand même un nageur là-dessus. Et quand j'ai commencé à avoir des nageurs là-dessus, j'ai fait, wow, c'est vrai que c'est quelque chose, ça renvoie, c'est vrai que je pensais pas, en fait, avoir des nageurs aussi rapides, sincèrement. Et surtout en passant technique, quoi. Quand j'ai fait mon défi, je me suis arrêté à Belleville, pas très loin de Lyon, je crois. Et je faisais étape chaque jour dans une ville. Donc là, ce jour-là, je me suis arrêté à Belleville et quand c'était possible, j'allais dans les piscines pour nager. L'objectif de mon défi, c'était de faire du swimrun, mais c'était trop compliqué d'organiser ça avec des nages en rivière ou autre. Et donc, quand c'était possible, on allait dans les piscines. Et donc, j'ai été accueilli à Belleville avec grand plaisir. Et il y avait justement un club de nageurs qui était là. Ils ont une superbe piscine extérieure. La piscine est vieille, dégueulasse et tout. Mais alors, par contre, le bassin, il est juste magnifique. Et dans la ligne avec moi, il y avait un mec qui avait entendu que je venais et ça lui faisait plaisir de venir. Ancien champion de France, Masters. Je sais pas, il avait une quarantaine d'années, je crois. Putain, il te claquait un 800 mètres. Moi, j'étais à côté. J'avais couru mes 70 bornes dans la journée. J'essayais de tourner les bras comme je pouvais. Et le mec, il m'a claqué un 800 mètres. Je fais, waouh, non. Et ça, c'est le genre de mec qui est bien à 4 minutes au 400, quoi. Ou un peu en dessous. Ok, si c'est celui auquel je pense, c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 2 ans. C'était en juin 2023 que j'y étais. Mais ça devait être en 2021 ou 2022 qu'il était champion de France Master. Si c'est 40 ans, je sais pas forcément. Tu m'auras dit 50, 55, je vois. Il y en a qui vont super vite. Toujours des anciens nageurs, de toute façon, qui vont super vite en master et tout, hein, qui ont repris à nager et tout, mais physiquement, tu vois, ils ont repris ou ils ont pas perdu la forme. Ça c'est clair. Pour nager aussi vite, ouais. Et pour revenir sur ce qu'on disait au début de l'épisode, lui, le cap de un petit peu de bedaine et machin, etc., il l'a bien pris. Donc tu le vois en fait, même dans la piscine ou dehors, tu te dis non, c'est pas un nageur. Putain, quand il est dans l'eau, ok. Donc si en plus là tu perds 10 kilos, alors là tu vas chatouiller Léo Marchand, c'est pas possible. Tu vois vraiment que la technique dans ces cas-là en fait elle reste. Tu vois, c'est clairement le profil type, quoi. Et tu vois, t'es pas le premier à me le dire. Il y a plein de personnes qui me disent ça. Tu te dis il doit pas nager si vite. Et en fait tu vois qu'il avance alors qu'il a 15 kilos de trop, quoi. Ouais, je pense qu'un Philippe Lucas, tu le mets dans l'eau, il a pas oublié, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Il sait toujours, tu vois, il se rappelle à 100% de ce que c'est que de pousser en arrière vers les pieds, parce que ça c'est clairement toujours acquis à un moment donné pour les nageurs, en tout cas performants. Au niveau placement, projectile, baisse des freins, il est peut-être pas 100% immergé, mais c'est sûr que tout le reste, il est aligné, il est autograndi naturellement. Enfin, naturellement, non, parce qu'il a fait des bornes et des bornes pour automatiser ça. Mais il le reprend tout de suite, ce truc-là. Alors ouais, par contre, musculairement, tu vois, au bout de 1000 mètres ou 2000 mètres, s'il a pas nagé pendant 10 ans, enfin même pas 2000, hein, bien avant, à 1000 mètres, il va être fatigué. Mais ça va revenir vite aussi, ça, mine de rien. Parce que t'as quand même une mémoire musculaire, quoi, clairement. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a fait du sport étant jeune, et quelqu'un qui en a pas fait et qui commence le triathlon à 45 ans.
c'est pas pareil. C'est pas la même chose, que ce soit au niveau cardio, musculaire et tout. Dans 99% des cas, tu as toujours l'exception, mais je parle vraiment toujours pour la majorité des gens. Comme tout le monde ne va pas arriver à 1,30 au 100 mètres. Tu vois, ça c'est évident. Même avec 4 séances dans la semaine. La plupart, 3-4 séances, s'ils ont 40 ans ou qui commencent à 30 ans, les 1,30, ouais, ça va passer. Mais si tu commences à 60, les 1,30 avec 3 séances, c'est sûr que c'est pas assez. Ça va être difficile. Certains n'y arriveront pas, tu vois. 2 minutes, à 60, ok. Une 45, c'est un bon objectif en général. Tu commences à 40, 50, ça peut passer à 2-3 séances semaine, ça dépend. J'en rêve. Hein. Ouais, mais justement, revenons à toi. Tu disais que tes pieds ils coulent. Ok, donc auto-grandis, garde un peu plus d'air peut-être dans la cage thoracique et souffle peut-être tout, sauf une bonne partie sur les 2 derniers mouvements. Ça, c'est ce que je fais, tu vois. Et d'ailleurs, je parlais, alors je sais pas si je t'avais mis en relation ou si tu as écouté l'épisode avec Marc Plata, ancien nageur luxembourgeois, qui a entraîné aussi des luxembourgeois de haut niveau et qui entraîne toujours. Maintenant, il est plutôt spécialiste de la respiration, sophrologue et spécialiste de la respiration. Sur mon défi, il m'a accompagné sur la partie respiration. Et il me disait, quand tu vas nager, essaye de souffler tout le temps. Tu prends l'air et puis tu souffles tout le temps jusqu'à la fin de tes 3 ou 5 mouvements avant de reprendre de l'air. Toi, tu me dis au contraire, souffler à la fin pour garder la cage thoracique remplie. Les deux sont intéressantes. C'est juste que si tu veux mieux garder l'horizontalité, parce que tu sens que tes pieds coulent rapidement, donc tu as immergé, d'accord, là où tu as de l'air, et 2, peut-être, si ça t'essouffle pas, tu vois, plus rapidement et tout, souffler uniquement sur les 2 derniers mouvements. Parce que si tu souffles dès le début, ton air il va partir plus tôt. Si ton air il part plus tôt et que l'avant est sous l'eau, mécaniquement, il y a un truc qui tombe, et il y a un truc qui tombe, c'est toujours les pieds. Ce sont ça, tout le monde est au courant là-dessus. Et donc les 2 peuvent être intéressantes et faut trouver souffler, ne pas souffler le premier ou le deuxième et souffler uniquement 3, 4, 5. Ouais. Donc toi, tu es toujours en 5 temps. Et quand tu accélères, ça passe tout seul. Ouais, ça passe tout seul. Jusqu'à 1,40 en ce moment-là. Jusqu'à 1,45, je suis en 5 temps. Si je veux aller plus vite, je passe en 3 temps. Ok, ouais. Donc ça va, ça se tient dans la logique parce que tu vois, quelqu'un qui va nager 2,30, souvent je recommande d'être en 3-4 temps, voire même en 5 la plupart du temps. Même si sur du long, avec une cadence basse, c'est peut-être pas facilement tenable le 5 temps, mais le 3, voire le 3-4 peut bien passer. Et plus on progresse, tu vois, sous les 1,45, tu passes soit en 3, soit en 3-2, soit en 2 temps. Plus tu progresses, plus tu vas te mettre là-dessus parce que ton facteur limitant, il sera plus sur l'inspiration parce que ton bras, il va pas tomber pendant l'inspiration, tu vas pas te désorganiser pendant l'inspi, alors qu'à 2,30, il y a tout qui se barre quand t'inspires. Donc le facteur limitant il est là, il est pas sur le souffle, tu vois, il est pas sur le cardio. Donc ça sert à rien de vouloir expirer parce que ce qu'on veut quand on expire, c'est virer le CO2 et ensuite réinspirer. À 2,30, le facteur limitant il est pas sur le CO2. Alors qu'à 1,30 ou 1,40, il va commencer, il se peut que ça soit un des facteurs limitants. Donc il faut être en 2 ou en 3 pour souffler plus souvent. C'est aussi simple que ça. C'est pas vraiment pour que inspirer plus souvent, c'est surtout pour expulser le CO2 plus souvent. Et c'est quoi? Allez, troisième chose que je voulais te dire par rapport à l'horizontalité et aux pieds. La question c'est, bon, même si forcément en swimrun t'es avec le pool et t'es avec les chaussures, donc c'est pas la même logique, mais au moins en bassin, tu vois, quand t'as pas le pool, comme ça on élargit un peu le truc là-dessus, le battement de jambes, il te sert aussi à maintenir l'horizontalité. Oui, il te sert pour le roulis, pour basculer, parce que le roulis part des pieds, part du battement de jambes, mais ça t'aide vraiment à maintenir les talons vers la surface, mais pour ça, il faut que tu places correctement ton pied ou ta jambe. En gros, ta jambe, faut qu'elle soit en rotation interne. Le catch, c'est en rotation interne aussi, c'est mettre le creux du coude, tu vois, vers le fond de la piscine. Donc là, on est vraiment en rotation interne. Pour mettre la bonne partie d'efficacité de l'appui sur ton pied, qui est l'extérieur de ton pied, ok, pour faire simple, c'est ça. Et ben il faut que tu mettes ta jambe en rotation interne, donc les pointes de pied légèrement l'une vers l'autre, en légère extension, sans choper la crampe bien sûr, mais c'est comme ça que tu auras de meilleures surfaces d'appui et donc du coup mécaniquement tu auras les pieds qui vont être plus efficaces et donc qui vont remonter plus vers la surface de l'eau. Parce que si tu as les pieds vers l'extérieur, les pointes de pied à l'extérieur, donc les jambes en rotation externe, là tu mets l'intérieur du pied vers le fond et là clairement tu as beaucoup moins d'appui, voire pas d'appui du tout. Voilà un peu truc qui peut t'aider. Donc ça se travaille aussi en dehors de l'eau d'ailleurs. Tu mobilises, c'est des mobilisations articulaires où tu bouges un peu. Même si c'est qu'une minute avant de te mettre dans l'eau, c'est une minute, mine de rien, 2-3 fois dans la semaine. Tu peux faire une minute le soir, t'arrives vite à 7 minutes et 7 minutes par semaine, c'est beaucoup. Ça marche. Écoute, on travaillera là-dessus. Mais ouais, pour reprendre mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de triathlètes, en tout cas beaucoup de mecs, moi, dès que je mets... Alors, pull boy ou élastique au pied. En gros, dès que j'immobilise mes jambes, je gagne tout de suite, mais aussi en consommation d'énergie. Je le sens. Je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois. Donc, est-ce que c'est juste mon battement qui est totalement inefficace et qui fait que je consomme beaucoup plus d'énergie que quand j'immobilise les jambes avec ou sans pull boy? À voir. Mais j'essaierai de nager beaucoup plus. Ça, parce que
normalement, plus tu progresses, moins tu utilises tes jambes aussi. Tu vois, encore une fois, le débutant, il a les battements qui frétillent. Celui qui a une 45, déjà, tu sens que soit le battement de temps, il est là, soit il est pas loin, et c'est un battement un peu 2, 3, 4 temps, un peu hybride, mais qui dépense quand même moins d'énergie. Donc, n'hésite pas à chercher dans cette truc de mobilité-là, en rotation interne, parce que ça, c'est rotation interne sur les jambes, rotation interne sur les bras. Ça va être les 2 points importants en termes de mobilité pour réussir à nager de plus en plus rapidement, ça c'est sûr. Donc ça se fait en dehors de l'eau, tu vois. La mobilité, ça se fait pas dans l'eau, quoi. Comme ça se fait pas forcément en courant. Ça va. Écoute, je pense qu'on va repartir avec plein d'infos. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder ou on s'arrête là pour aujourd'hui? Le game changer que je fais en stage comme ça. Vas-y, comme ça on est. Ça va être en fait, et ça paraît contre-intuitif, clairement dit comme ça, de mettre la main au bonnet, mais pas juste de toucher le bonnet et de balancer ton bras devant, tu vois, qui structure quand même un petit peu ton retour arrière, cet exercice-là. Mais pour moi, il y a un truc beaucoup plus efficace. T'as aligné ta tête. Encore une fois, faut mettre les choses dans l'ordre. Ta tête elle est alignée. Tu vas mettre la paume de main. Tu vois, là, voilà, je me mets bien. Alors, venez regarder la vidéo pour que ça soit plus parlant là-dessus. Donc, t'es aligné, t'es allongé. Tu mets vraiment la paume de main sur le sommet du crâne, donc l'avant du nageur, et tu rentres ta main vraiment ici dans l'eau, et après, t'engages le bras devant. Alors oui, ça raccourcit, clairement, ça rentre par les doigts. Ça, c'est la première chose. Mais ça va t'aider aussi en ralentissant ici à mieux engager le bras devant, parce que tu peux accélérer ton engagement de bras, et ça va faire accélérer le mouvement qui est sous l'eau, d'accord? Parce que pour accélérer le mouvement sous l'eau, soit tu penses au mouvement sous l'eau, soit tu passes par le retour aérien, et souvent, en tout cas moi des retours que j'ai en stage, dans 80-90% des cas, cet exercice-là, il est vraiment mieux en mettant la main au bonnet et en accélérant après l'engagement du bras devant, pour accélérer le mouvement qui est sous l'eau. Là, on a vraiment de meilleurs ressentis, alors en passant par le retour aérien. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui fonctionne vraiment bien et ça permet d'avoir de bonnes sensations. Donc oui, on rentre très court, mais ça permet d'avoir un repère tactile qui est très très clair. Et vu qu'on ralentit, après on accélère presque des fois sans y penser. Alors j'avais pas du tout, créé, ou mis à jour pour ça. C'était juste pour rentrer par les doigts. Et finalement, en fait, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et maintenant, c'est un des exercices qui fonctionne le mieux d'après les retours des gens. Quand je dis game changer, c'est pas moi qui décide que c'est bien ou pas. C'est les personnes qui me disent ah ouais, là j'ai vraiment ressenti des trucs quoi. Je fais toujours des bilans à la fin de chaque stage. Et ces 3-là, c'est vraiment les 3 choses qui ressortent quoi. Donc pour décomposer juste sur ce mouvement-là, tu touches le bonnet et après c'est là que tu vas allonger ton bras sous l'eau. Alors tu touches le bonnet, tu rentres la main dans l'eau, il faut vraiment qu'elle soit rentrée dans l'eau. Et après, par contre, t'engages devant. En gros, d'abord, tu vas vers le bas, vers le fond. Tu rallonges ton bras après, et après, tu catches. Ouais. Et vu que tu ralentis sur l'entrée, parce que, en fait, au début, tu sais pas exactement où est le sommet de ton crâne, je t'avoue. Même un nageur. Tu loupes au début, tu fais merde. Où est-ce qu'elle est merde, ça c'était l'oreille, c'est pas ça. Je suis pas là. Et en fait, après, ça accélère tout seul parce que t'as ralenti, en fait. T'as changé ta coordination en ralentissant. Et en fait, ton cerveau, il veut reprendre sa coordination, on va dire, d'avant. Donc, il accélère le bras et ça fait accélérer le bras qui est sous l'eau, tu vois. En fait, c'est un effet en cascade. C'est ça le truc, quoi. Donc, celui-là, faut pas hésiter. Pour l'accélération du mouvement, c'est vraiment intéressant. On peut bosser aussi sur l'expiration pour souffler de plus en plus fort. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'autre podcast. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais. Et puis après, chacun y trouvera aussi son compte. Expiration par la bouche, expiration par le nez. Voilà, c'est exactement ça. Sentir ce qui vous convient. Je crois que si on peut conclure là-dessus, c'est ça. C'est se faire confiance avec les bons exos et se dire ah ouais, ça me parle bien, ça me parle pas, je vire, ça me parle bien, je garde et je creuse. Et je répète. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos. Tu vois, comme je te disais, j'ai accepté ta proposition d'invitation et on y est allé à l'arrache sans avoir de sujet prédéfini, de savoir exactement où est-ce qu'on irait. Mais en revanche, on a revu un peu des bases. Tu t'es servi de mon cas aussi personnel pour pouvoir guider un petit peu, accompagner nos auditrices et nos auditeurs. Donc merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on voit tes vidéos pour essayer de s'améliorer en natation? Sur YouTube, Pierre Coaching Natation, tout simplement. Et puis après, pour essayer la peau magique, coachingnatation.fr. De toute façon, il y a les liens sous les vidéos YouTube, donc là-dessus, tout est trouvable facilement. Super, et nous on remettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Pierre, yes. À bientôt. Salut Armano, à bientôt tout le monde. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon.
on ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!